Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc je me présente, je suis Jocelyn, je suis le cofondateur de StackingSat et de Surfing Bitcoin, et je suis accompagné de Tania. Bonjour à tous, je suis Tania, je suis formatrice en finance, investissement et gestion de patrimoine, plus connue sur les réseaux sociaux au nom de La Veille de ma réussite. Donc voilà, donc on a fait une première vue sur le système bancaire et le système monétaire, vu que pour comprendre Bitcoin, quelque part, il fallait comprendre la monnaie et les transactions, parce que Bitcoin répond à un problème fondamental, c'est le problème de la monnaie et le problème des transactions. Où est-ce qu'est le... Hop. Où est le beeper ? Et donc, on a pris le challenge avec Tania d'essayer d'expliquer Bitcoin pour les nuls, donc d'essayer d'être le plus simple possible. On ne vous prend pas pour des nuls, mais l'après-midi va être un petit peu plus technique, un peu plus complexe. Donc, on va essayer de poser les bases de façon très simple et didactique. On va essayer. Absolument. Et donc, il y a un jargon dans Bitcoin qui dit « Don't trust verify », donc ne crois pas et vérifie par toi-même. Parce que donc, ce qu'on a vu déjà avec les présentations précédentes, c'est que le système bancaire est très opaque, très fermé. Il faut faire confiance aux banques pour la monnaie qu'on transacte et la quantité de monnaie qu'on a sur notre compte en banque. Et avec Bitcoin, c'est tout l'inverse. Bitcoin est public, donc tout le monde peut consulter la monnaie et et vérifier que vous avez bien les bitcoins qu'on dit que vous avez. Donc, le Don't Trust Verify est un jargon très emblématique, on va dire, parce que c'est vraiment le changement de paradigme entre le système bancaire fermé, opaque, et le système Bitcoin qui est ouvert, public et décentralisé. Et pour commencer, j'ai mis cette petite slide de Yorick de Montbine, qui a participé à toutes les éditions de Surfing Bitcoin, et ça, c'est une conférence qui a été faite en 2020 et qui est toujours d'actualité et qui est vraiment un bon pied à l'étrier pour comprendre Bitcoin de façon très simple. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo-là. On a aussi sur notre chaîne Surfing Bitcoin une playlist pour les débutants où vous pourrez trouver justement beaucoup d'informations pour aller plus en profondeur. Donc là vraiment on va juste commencer à vous expliquer un petit peu les prémices de Bitcoin. Absolument. Et d'ailleurs, ce que dit Yorick, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Bitcoin, au final, c'est la quintessence de tout ce que vous ne comprenez pas à l'informatique, combiné à tout ce que vous ne comprenez pas à la monnaie. Et je vais malheureusement continuer à vous barber un petit peu ce matin au sujet de la monnaie. Parce qu'on ne peut pas comprendre Bitcoin si on ne parle pas de la monnaie. Alors, on vous a abreuvé d'informations au sujet de la monnaie ce matin et je vais continuer à le faire. Et je me permets de dire d'ailleurs que commencer la discussion sur Bitcoin en commençant par la monnaie, ce n'est rien, y a rien d'original là-dedans, c'est pas du tout hétérodoxe. Sachez par exemple que c'est exactement ce qui se passe chez BlackRock. Vous connaissez normalement tous BlackRock, qui est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, et qui ont également émis un ETF Bitcoin. Et lorsqu'ils ont voulu en fait embarquer tous leurs nouveaux clients sur ce fameux ETF Bitcoin, qui est du coup un nouvel actif adossé à quelque chose qui était assez méconnu pour leurs clients, eh bien ils disaient, nous on est obligés d'éduquer financièrement nos clients, on est obligés en fait de leur expliquer c'est quoi l'intérêt de Bitcoin, et pour leur expliquer c'est quoi l'intérêt de Bitcoin, on est obligé de passer par une discussion au sujet de la monnaie. Alors je vais aborder un angle un petit peu différent ce matin, et c'est parfait parce que Michel avait commencé à en parler un petit peu. C'est le lien en fait entre Bitcoin et l'énergie. Donc on va commencer par un principe assez simple, on va vraiment revenir à la base des bases, c'est-à-dire la science et même la physique. Michel tout à l'heure avait abordé le sujet de la thermodynamique. On peut déjà se mettre d'accord sur un premier principe lié à la thermodynamique, c'est que c'est que l'énergie en fait est la base de toute activité économique. Toute production de biens ou de services nécessite de l'énergie, que ce soit l'énergie de vos petits muscles lorsque vous labourez un champ, que ce soit l'énergie mécanique lorsque vous décidez de passer par des machines, que ce soit l'énergie des hydrocarbures lorsque vous décidez de passer par un tracteur dans lequel vous avez mis du gasoil qui lui-même a nécessité la construction, etc., et donc du coup de l'énergie. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, l'énergie est à la base de toute création de valeur. Et le deuxième principe, c'est qu'une fois que vous avez travaillé, une fois que vous avez dépensé de l'énergie pour produire un produit ou vendre un service, eh bien en fait, on va utiliser ce qu'on appelle la monnaie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la monnaie a été inventée parce que le troc, c'est pas très pratique, on est d'accord ? Et en fait, la monnaie, au final, peut être vue comme un moyen de stocker cette énergie sous forme de pouvoir d'achat. Quand vous avez travaillé tout le mois, par exemple, vous êtes probablement salarié ou même entrepreneur, quand vous avez travaillé tout le mois, vous allez en fait échanger. Vous allez échanger
cette énergie que vous avez produite tout le mois, avec un droit, en fait, à consommer de l'énergie future. C'est un stock de pouvoir d'achat, au final. C'est clair pour tout le monde ? Nickel. Le problème, quand on comprend en fait, enfin cette relation entre la monnaie et l'énergie, c'est que on se rend compte qu'il y a une décorrélation totale entre nos monnaies fiduciaires d'aujourd'hui et cette énergie. Il y a une cassure en fait à un moment donné. C'est qu'en fait les monnaies fiduciaires ne représentent plus correctement cette relation à l'énergie, notamment à cause de la création monétaire débridée. On en a parlé abondamment ce matin. Et en fait, cette création monétaire ne représente plus du tout les ressources énergétiques réelles qui sont consommées. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe ? On augmente la masse monétaire, mais en parallèle, on n'augmente pas les moyens de production, on n'a pas de gain de productivité qui est significatif, et en parallèle, on n'augmente pas les salaires non plus. Et donc du coup, on peut se poser sur un principe mathématique simple, là c'est de la logique pure, c'est qu'à énergie constante, une augmentation de la masse monétaire se traduit par une augmentation proportionnelle des prix. Et là, je viens de vous expliquer concrètement, au final, comment on fait pour avoir de l'inflation. C'est exactement ça. C'est qu'il y a une décorrélation totale entre la création monétaire et l'énergie nécessaire pour produire des biens et des services. Si ça vous paraît encore un petit peu abstrait, voyez-le comme une énorme soupe. Si on rajoute de l'eau dans la soupe sans rajouter davantage d'ingrédients, on dilue le goût, on dilue la valeur. C'est dégueulasse. C'est exactement ce que font les États. Et donc, en fait, l'or, c'est la monnaie qui s'est imposée d'elle-même, parce que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour produire de l'or, l'extraire et la forger dans une pièce. Et cet or-là permet de justement déplacer de la valeur dans le temps, vu qu'il y a eu énormément d'énergie qui a été créée pour la mettre en circulation. En fait, votre travail, c'est justement vous récupérez de l'argent pour justement l'utiliser plus tard et donc déplacer votre énergie dans le temps grâce à la monnaie. C'est ça, c'est une comparaison en fait entre le travail que vous avez développé et le travail nécessaire pour exploiter de l'or. Mais bon. Donc du coup, on comprend aisément le problème. On a en fait une impression monétaire à outrance et on le voit très bien ici. On voit une très grande accélération en 2008. On voit en fait qu'il y a une impression monétaire au fur et à mesure des crises. Donc accélération en 2008, accélération en 2020. Donc ici, on voit, c'est la monnaie, c'est la M2, donc la courbe de la M2 de l'euro qui a plus que doublé en fait depuis 2008. Et donc du coup, autre conséquence et autre symptôme, c'est l'érosion de votre pouvoir d'achat. La valeur de votre euro diminue, vous pouvez acheter de moins en moins de choses. Et c'est ce qu'on dit par exemple quand on dit « Ah, les prix ont explosé, les prix de l'immobilier par exemple ont explosé ». Alors ça tombe bien parce que l'immobilier, je connais très bien ce secteur. En fait, il ne faut pas dire, c'est un petit peu incorrect de dire que les prix de l'immobilier ont explosé. Ce qu'il faudrait dire, c'est qu'en fait, la monnaie a perdu sa capacité à représenter correctement l'énergie nécessaire pour construire un logement, en termes d'énergie, en termes de matières premières, en termes de travail, de temps, etc. C'est plutôt ça qu'il faudrait dire. Et on vous a mis du coup le lien vers l'INSEE, qui justement vous permet de comparer le prix, ou en tout cas la valeur de votre argent à différentes dates. Donc là, ici, ce qu'on a, c'est on a 100 € en 2000, avec un pouvoir d'achat donc de 100 €, mais avec ces mêmes 100 € que vous avez gardé jusqu'à aujourd'hui, vous ne pouvez payer que 66 € d'un bien en 2000. Ou inversement, 100 € aujourd'hui représente 150 € de pouvoir d'achat. Donc je vous invite à aller sur ce petit outil de l'INSEE qui vous montre vraiment comment votre monnaie perd de la valeur. Et vous pouvez aussi voir avec le franc, qui est encore plus flagrant. Et donc je vous invite vraiment à aller voir ça parce qu'on a un vrai problème de pouvoir d'achat. Et donc tout à l'heure, Nathalie disait que la Banque Centrale Européenne devait stabiliser les prix. Mais en fait, son mandat, c'est d'avoir 2% d'inflation. Et avec 2% d'inflation, en 35 ans, la valeur de votre monnaie est divisée par 2. Donc c'est quand même assez flagrant. Donc il y a une stabilité des prix moyennes, mais avec quand même une inflation à 2% qui est certes très minime au jour le jour, d'année en année, mais sur une longue période de temps, vous pouvez perdre énormément d'argent. Donc si vous voulez conserver votre bas de laine ou sous votre oreiller votre argent et que vous voulez le transmettre à vos descendants, eh ben, la valeur de cet argent aura grandement diminué, mais on en a beaucoup parlé, donc on va peut-être aller à Bitcoin, qui est justement une solution. Donc vous voyez en bleu,
c'est la quantité de Bitcoin qui va être en circulation. Et donc, on est à peu près, à la fin de l'année, on aura 95% de la masse monétaire de Bitcoin en circulation. Donc, on a la majorité des Bitcoins qui ont déjà été émis. Et en orange, vous voyez justement l'inflation. Et vous voyez que l'inflation descend petit à petit. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit que Bitcoin est désinflationniste, c'est-à-dire que l'inflation réduit avec le temps. Et ce qui fait qu'en fait, on dit souvent que le dernier Bitcoin va être miné en 2140, mais en vrai, on aura 99% des Bitcoins en circulation qui vont arriver en 2035, donc d'ici 10 ans. Donc quelque part, on est un peu dans la dernière période d'abondance où les Bitcoins continuent d'affluer sur le marché, mais bientôt, les Bitcoins ne pourront s'échanger que entre les personnes et ne sera plus créé. Donc vraiment, la proposition valeur première de Bitcoin, c'est sa quantité limitée à 21 millions. Et donc Bitcoin... je m'assois quand il parle de technique. Bon, on va essayer de rester quand même très très simple. Mais Bitcoin, c'était designé pour être du cash numérique, comme l'a dit Michel tout à l'heure. Et en fait, le cash, c'est quoi? C'est un actif au porteur. Donc quand vous avez votre billet entre les mains, vous le détenez. Si vous le donnez à quelqu'un, il n'y a pas besoin d'avoir un intermédiaire entre les deux, et la transaction se fait. Le cash peut être aussi de l'or. L'or, c'est du cash, parce que vous le possédez, vous le transmettez, il n'y a personne entre vous et la personne avec qui vous faites la transaction. Ça peut être aussi les jetons de poker, quand vous êtes à la table de poker. Vous avez une représentation de la valeur sur un petit chips en plastique, mais tout le monde autour de la table s'accorde pour dire que ce petit jeton en plastique vaut 10, 20, 30 ou 50 euros. Et vous voulez changer de la main en la main sans intermédiaire. Et du coup, Bitcoin, c'est ce qu'il a fait. Il a réussi à faire du cash électronique. Et donc, ce que disait Michel tout à l'heure, c'est que les cartes bancaires sont très faciles pour prévenir la fraude physiquement, mais sur Internet, c'est très difficile. Et en fait, Bitcoin, la magie de Bitcoin, c'est qu'il a réussi à créer de l'unicité numérique. Donc, quand vous vous envoyez un email, quand vous envoyez une photo, en fait, vous ne faites que dupliquer l'information. Et avec Bitcoin, la magie de ça, c'est que vous, quand vous envoyez un Bitcoin, donc c'est une information numérique, mais vous ne pouvez pas la dépenser deux fois. Une fois que vous l'avez dépensée, elle est déplacée et elle n'est pas copiée. Donc ça, c'est vraiment la force de Bitcoin, c'est de pouvoir avoir du cash en version numérique. Et donc, il faut distinguer Bitcoin grand B et Bitcoin petit b. Bitcoin avec un B majuscule, c'est tout ça rapport au protocole informatique, donc le logiciel, aussi le réseau, donc tous les acteurs qui permettent de faire fonctionner Bitcoin, donc les nœuds et les mineurs dont on va parler un peu plus tard, et globalement le système monétaire. Et Bitcoin avec un petit d, là c'est l'unité de mesure de la valeur, donc le Bitcoin, et donc il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Et considérer un peu, donc un Bitcoin aujourd'hui c'est 80 000 euros, 75 000 euros, ça varie. Donc on a touché les 100 000 euros il n'y a pas longtemps, donc c'est quand même énormément d'argent. Donc globalement, si vous voulez avoir un Bitcoin, il va falloir dépenser énormément d'argent. Et si vous voulez acheter une baguette de pain, vous allez devoir dépenser 0,0000001 Bitcoin, ce qui n'est pas très pratique. Donc on a une unité la plus petite qui s'appelle le Satoshi, en référence à son créateur, et un Bitcoin égale 100 000 Satoshi. C'est un peu comme si Bitcoin était la tonne et le Satoshi c'était le gramme. Quand vous échangez du sucre sur les marchés, vous le négociez en tonnes, mais quand vous faites votre gâteau, vous le comptez plutôt en grammes. Donc, gardez en mémoire ce Satoshi, parce que tout le monde parle du Bitcoin, mais quand vous faites des paiements, vous payez plutôt en Satoshi. Alors, Bitcoin, comment ça fonctionne? Comme l'a dit Michel, c'est un registre comptable, c'est vraiment un livre de compte. C'est tout simple, c'est qui possède combien de Bitcoin, et qui a envoyé du Bitcoin à quelle autre personne. Donc Bitcoin, vous n'avez pas d'identité sur Bitcoin, vous avez juste une adresse, donc c'est une suite de chiffres et de lettres qui vous représentent. Enfin, elle vous représente vous, elle peut représenter n'importe qui, c'est pour ça qu'on dit Bitcoin c'est pseudonyme, ce n'est pas anonyme, mais c'est une adresse qui détient de la valeur. Et donc ce registre de compte, il est public, il est consultable par tout le monde, contrairement aux registres bancaires. Les registres bancaires sont extrêmement fermés et secrets. Même les stocks d'or, les stocks d'or sont difficilement auditables et consultables. Il faut faire confiance aux gens
enfin à ceux qui vous disent quelle est la quantité d'or en circulation. Mais Bitcoin, on peut le vérifier et le consulter librement. Donc tout le monde peut vraiment vérifier quelle est la quantité de Bitcoin en circulation, quel Bitcoin vous détenez et quel Bitcoin vous avez envoyé. Ce registre comptable, il est décentralisé, c'est-à-dire qu'il est répliqué sur une multitude d'ordinateurs dans le monde. Donc, ce qui fait qu'il est extrêmement difficile d'aller le supprimer. Il est aussi donc synchronisé sur énormément d'ordinateurs. Il est immuable et infalsifiable parce que beaucoup de technicité le rendent immodifiable. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'une page de transaction a été écrite, il est extrêmement compliqué de la supprimer et de la modifier. Et après 1 heure, il est quasiment impossible de supprimer une transaction ou de revenir sur l'historique. Donc, on ne peut pas falsifier le registre comptable de Bitcoin. Et donc, ce livre de compte, il est mis à jour par les mineurs, on va voir comment, et il est vérifié par les nœuds. Donc, les mineurs, c'est eux qui sélectionnent les transactions à valider et les ajoutent dans un nouveau bloc, donc dans une nouvelle page du registre. Et pour cela, ils doivent dépenser énormément d'énergie. Et donc cette énergie-là, ils ne peuvent pas la récupérer. Une fois qu'elle est dépensée, ils ne peuvent pas la récupérer. Donc je reviens là sur la question du proof of stake. L'argent est très facile à créer et à mettre en jeu, mais l'énergie, une fois que vous avez mis votre énergie en jeu, on ne peut pas la récupérer. Donc vraiment, cette idée de dépenser de l'énergie est très importante pour sécuriser le réseau. Et donc les mineurs, une fois qu'ils ont trouvé une page de transaction, ils vont la proposer au réseau, et le réseau va dire oui, toutes ces transactions-là sont valides, on accepte ton travail et on va te récompenser par un petit peu de Bitcoin. Et donc arrive le rôle des nœuds. Donc les nœuds, c'est un petit ordinateur qui consomme très peu d'énergie. Et aujourd'hui, on a à peu près 20 000 nœuds qui sont recensés, des nœuds publics. Donc ça veut dire que si vous voulez aller supprimer Bitcoin, il va falloir aller supprimer tous ces ordinateurs-là. Mais il existe énormément de nœuds cachés, donc des nœuds qui ne se révèlent pas, qui font partie du réseau. Donc c'est pour ça qu'il est quasiment impossible de détruire Bitcoin. Si vous voulez détruire Bitcoin, il faudrait couper l'énergie sur toute la planète, et ça serait et Bitcoin à ce moment-là serait le dernier de vos soucis. Donc les nœuds, c'est un peu donc du coup les gendarmes du réseau, parce que c'est eux qui vont vérifier le travail des mineurs, et c'est eux qui vont vérifier les règles du consensus. C'est-à-dire, par exemple, qu'il ne va jamais avoir plus de 21 millions, que le mineur n'a pas créé des bitcoins sortis de nulle part, qu'une transaction n'est pas invalide, que le mineur, par exemple, ne s'est pas accordé plus de récompenses que ce qu'il devrait. Donc vraiment, le nœud, c'est le cœur du réseau qui permet de garantir la fiabilité des informations et la pérennité du réseau. Et donc à ce moment-là, comment vous pouvez faire une transaction pour interagir avec ce réseau et avec ce registre de comptes? Il vous faut un portefeuille. Donc un portefeuille, c'est plutôt un porte-clés, parce que les bitcoins ne sont pas conservés sur votre application de portefeuille, c'est des clés qui vous permettent de prouver que vous êtes le propriétaire d'une petite ligne sur ce registre comptable. Donc la clé privée, donc, comme je dis, ça prouve la propriété, et il y a un lien cryptographique entre votre clé privée et votre clé publique, qui fait que quand vous détenez votre clé privée, vous pouvez créer une clé publique. Cette clé publique, c'est un petit peu comme un relevé d'identité bancaire, comme votre RIB. Vous pouvez recevoir de l'argent dessus. Vous pouvez en créer une infinité, et vous pouvez considérer un peu votre clé publique comme voilà, une boîte aux lettres qui serait transparente, où tout le monde qui connaît cette adresse pourrait y déposer de l'argent. Mais seul vous, avec votre clé, pouvez l'ouvrir pour aller utiliser le contenu de cette boîte aux lettres. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit en dessous la petite carte bancaire, donc qui est très peu falsifiable en contact physique, mais pour faire une transaction numérique, vous voyez qu'il y a quelques informations qui suffisent pour faire un paiement en ligne. Et ces informations-là sont très facilement usurpables. Vous pouvez très facilement vous le faire voler. Pour ce qui est de Bitcoin, c'est la clé privée du coup qui vous permet de signer une transaction, donc de prouver que vous êtes le propriétaire de ces bitcoins-là, et tout le reste du réseau sera d'accord parce que vous respectez les règles du consensus Bitcoin.
Donc maintenant, normalement, vous avez compris que quand vous avez par exemple une clé Ledger ou une carte Trésor ou peu importe le hardware wallet, les bitcoins ne sont pas dans la clé. Ils sont sur la blockchain. Et en fait, la clé, c'est juste en fait, la clé de la boîte wallet qui vous permet de déplacer ces fonds. Mais ils ne sont pas dans la clé. C'est important à préciser. Exactement. Donc le terme blockchain, en fait, c'est la succession des pages du registre de compte. Donc on va dire qu'une page, c'est un bloc. Tous ces blocs-là sont reliés comme un livre et enchaînés. Et donc votre clé privée, en fait, c'est un nombre très très grand de 256 bits, des 0 et des 1. Donc 256 bits, donc vous avez 250 possibilités de mettre un 0 ou un 1, ce qui vous fait un chiffre extrêmement grand, très 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 grand, même plus que vous avez plus de possibilités de clés privées que de planètes dans l'univers. C'est vraiment extrêmement grand. Et si vous voulez trouver ma clé privée, vous avez autant de chances de trouver ma clé privée que de gagner 9 fois à la suite le loto. Donc ça veut dire que c'est très difficile de deviner une clé privée. Donc cette suite de 0 et de 1 est très facile à comprendre pour un ordinateur, mais pour nous les humains, c'est plus compliqué. Donc la clé privée vous est retranscrite comme ce petit... est-ce que je peux pointer, ouais, comme cette longue chiffre de caractères. Donc c'est un encodage de l'un à l'autre. Mais vous, pour pouvoir vous en souvenir facilement, vous avez une suite de 12 à 24 mots qui correspond à cette séquence de caractères qui correspond à votre clé privée. Donc, cette liste, un peu, c'est votre Saint Graal. C'est la chose la plus importante que vous avez dans votre Bitcoin. Si n'importe quelle personne qui a cette liste de mots, c'est comme si vous avez toutes les informations de votre carte bancaire. Donc, c'est vraiment la chose la plus importante à protéger. Si vous créez un portefeuille, le portefeuille va vous donner une liste de mots qu'il va falloir que vous notiez très précieusement et que vous la conservez. Si vous avez un portefeuille sur votre téléphone, si votre téléphone, vous le perdez ou il est détruit, vous pouvez, avec ces 12 ou 24 mots, réinstaller votre application, re-rentrer ces mots et vous retrouvez vos bitcoins. Et vous pouvez les réutiliser, donc vous régénérez votre clé privée et vous pouvez avoir même ce portefeuille sur plusieurs appareils si vous voulez. Et ce qui fait que ces mots-là, si quelqu'un tombe dessus, c'est comme s'il tombait sur votre carte bancaire et il peut faire tous les paiements, il peut utiliser tous vos bitcoins. Donc ce que vous devez retenir de ça, c'est que ces mots-là, c'est la chose la plus précieuse que vous avez dans vos bitcoins et c'est la chose qu'il faut sécuriser le plus possible. Donc souvent, on le note sur un papier. Il y en a aussi qui le notent sur des plaques de métal. Comme ça, au moins, ils sont résistants aux incendies et aux inondations. Mais voilà, ce que vous devez vraiment retenir, c'est que ces 12 ou 24 mots, c'est ce que vous devez conserver le plus précieusement possible et ne jamais perdre et ne jamais le communiquer à personne. Ne pas, par exemple, le mettre sur votre Google Drive ou ne pas vous l'envoyer par email. Parce que si quelqu'un tombe dessus, il possède tous vos bitcoins. Et on ne le prend pas en photo non plus. Par exemple. Et donc, pour faire une transaction, c'est très simple. Vous avez votre portefeuille, vous utilisez votre clé privée pour signer une transaction. Donc, c'est un petit message informatique qui va être envoyé au nœud du Bitcoin, au nœud du réseau. Ces nœuds-là vont communiquer entre eux et se propagent l'information comme quoi vous voulez faire cette transaction-là. Les mineurs vont prendre votre transaction, vont l'ajouter à un bloc, donc l'ajouter à un nouveau registre de compte. Et le mineur, une fois qu'il a trouvé, qu'il a réussi à écrire cette page, va proposer la page à tout le réseau. Tout le réseau va être au courant de cette nouvelle transaction. Et donc, vous avez réalisé votre transaction Bitcoin. Et pour faire une transaction, c'est payant. Donc, dans le système bancaire, traditionnellement, c'est un pourcentage du montant. Donc, si vous payez 1% de frais, si vous payez 100 €, ça va vous coûter 1 €. Si vous payez 100 000 €, ça va vous coûter aussi proportionnellement 1%. Dans Bitcoin, ce n'est pas du tout pareil. Les mineurs essayent de se rémunérer sur les frais de transaction. Donc, ils ont une récompense quand ils trouvent un bloc et donc quand ils proposent une nouvelle page de transaction, mais ils ont aussi les frais de transaction. Et donc, il y a une compétition dans les frais. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'analogie de l'arrêt de bus. Admettons que le mineur a un espace donné dans son bus pour prendre une quantité de transactions. Okay, il y a énormément de monde à l'arrêt de bus. Le mineur va arriver, va dire
Moi, j'ai 10 places dans mon bus, je vais prendre les 10 transactions qui sont prêtes à payer le plus cher. Si vous êtes pressé, vous allez mettre le prix. Donc, vous allez mettre la plus haute enchère. Si vous n'êtes pas pressé, vous allez dire, bon, bah, ça coûte un peu cher de faire une transaction, je vais attendre un petit peu. Vous attendez que les gens pressés montent dans le bus, que le prochain bus arrive, les frais de transaction sont peut-être un petit peu réduits, ou s'il y a des gens qui sont plus pressés, bah, ça va peut-être remonter, ou s'il y a 2 bus qui passent à la suite, bah, ça va peut-être tous les gens qui étaient pressés, qui étaient prêts à mettre énormément d'argent pour payer les frais, vont prendre le bus, et vous pouvez prendre le suivant, ça sera un petit peu moins cher. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les frais de transaction ne sont pas proportionnels à la quantité d'argent que vous envoyez, mais à la place que vous prenez dans le bus. Et donc les mineurs, pour faire cette nouvelle page de transaction, ils utilisent ce qu'on appelle la preuve de travail. Donc, c'est-à-dire, en fait, ce qu'ils font, c'est une loterie. C'est tout simplement une loterie, donc c'est un calcul informatique qui est extrêmement simple, mais qui ne sert à rien d'autre que de sécuriser cette page de transaction. Comment ça fonctionne? Ils vont prendre les informations qui sont dans le bloc précédent, dans la page précédente, ils vont ajouter les informations de la page actuelle, et ils vont essayer de trouver un nombre magique qui, une fois que tout ça est additionné, va donner un chiffre précis. Donc, on a une petite analogie qui est celle du dé. Donc, en fait, vous avez un dé à 6 faces, et le but, pour valider votre page de transaction, c'est de faire 1. Si vous avez un dé à 6 faces, c'est très facile, vous avez une chance sur 6 de faire un 1. Mais au plus il y a de mineurs qui est en compétition pour proposer une page, donc pour toucher la récompense du Bitcoin, et ben, au plus ça devient difficile, et au plus il y a de faces sur le dé. Et donc, s'il y a énormément de mineurs, il y a beaucoup de personnes en compétition pour sécuriser le réseau et protéger proposer une nouvelle page du registre. Et donc, à ce moment-là, il y aura peut-être un dé à 100 faces. Et sur ces dés à 100 faces, les mineurs vont jeter plusieurs fois pour pouvoir arriver à faire ce don magique 1. Et au plus il y a de mineurs, au plus il y aura de faces, et au plus c'est compliqué, et au plus il va falloir jeter des dés. Et en fait, l'idée, c'est que si quelqu'un veut réécrire l'historique et donc dire à la page d'avant, en fait, j'aimerais modifier, et bien en fait, il va devoir jeter autant de fois de dés que tous les mineurs réunis ont jeté de dés. Donc ça veut dire qu'il va dépenser énormément d'énergie. Est-ce que c'est clair, cette petite analogie du dé? Oui. Très bien, on va avancer. Et donc, aujourd'hui, la puissance de calcul, donc le nombre de dés jetés ou le nombre de faces sur le dé, elle est représentée par cette ligne bleue, qui s'appelle donc le hash rate. Donc, c'est combien d'opérations par seconde vous pouvez faire. Et vous pouvez voir que malgré une baisse de prix, ben, le hash rate continue. Donc, la quantité de mineurs qui sont en compétition pour dépenser de l'énergie, pour ajouter une page de transaction et récupérer les bitcoins nouvellement émis, ne cesse d'augmenter. Et donc, ce qui fait que le réseau Bitcoin est de plus en plus sécurisé et que si vous voulez attaquer le réseau Bitcoin, il va falloir que vous dépensez énormément d'énergie, énormément de ressources pour pouvoir essayer de modifier la page de transaction, ce qui fait que Bitcoin est extrêmement sécurisé pour cette raison. Voilà, Joss, mais elle fait peur, cette courbe. Oui, oui, elle va très très haut. Mais Bitcoin consomme énormément d'énergie. Bitcoin va brûler la planète et va faire bouillir les océans. Exactement. Parce que vous vous doutez bien qu'avec une solution du coup quasi mathématiquement parfaite, comme vient de nous l'expliquer Joss, il y a énormément d'objections qui ont émergé, et bien sûr énormément de campagnes de désinformation, beaucoup de fake news qui ont circulé en fait au sujet de Bitcoin, notamment au sujet de la consommation énergétique de Bitcoin. Et on a eu énormément d'articles, donc ça c'est des vieux articles, parce que figurez-vous qu'il y en a de moins en moins. Pourquoi? Parce que les journalistes se rendent compte que c'est complètement bête d'expliquer que Bitcoin pollue, et on va voir exactement pourquoi, sachant que, bon, comme Michel l'a dit, on attaque beaucoup Bitcoin, on attaque beaucoup moins le système de paiement traditionnel, on attaque beaucoup moins le système financier traditionnel, et on attaque aussi beaucoup moins d'autres types d'industries, ce qui me fait dire qu'au final c'est peut-être une question de priorité. Et c'est vrai que donc, on avait 80 TWh de consommation pour Bitcoin. Aujourd'hui, c'est estimé à 170, 180. Mais ce qu'il faut aussi comparer un peu ce chiffre-là avec, par exemple, la consommation de climatiseurs dans le monde. C'est 2100 TWh contre 175 pour Bitcoin. Et aussi en France, donc, on a énormément d'énergie qu'on ne peut pas consommer et qu'on exporte. La France, l'an dernier, a exporté
80 TWh. On va sur des ordres d'idées. Bitcoin consomme de l'énergie, mais dans la globalité de l'énergie consommée dans le monde, c'est quand même insignifiant, surtout quand on compare aux climatiseurs, par exemple. Et alors justement, pourquoi c'est un cliché? En fait, on va pouvoir y répondre en plusieurs points. Alors, vous voyez ici une magnifique campagne de Greenpeace qui a été faite il y a quelques années, qui nous a fait tellement marrer qu'on a repris en fait ce logo qui est quand même assez sympathique en tant qu'effigie en fait des bitcoiners. Donc déjà, pourquoi la consommation énergétique de Bitcoin n'est pas un problème? Le premier point, déjà, c'est qu'il faut comprendre qu'au final, ce n'est pas Bitcoin le problème, c'est la monnaie fiduciaire en elle-même, qui, par design, la façon dont elle est conçue, nous incite au final à consommer toujours plus. Je vous l'ai expliqué en début de présentation, on est dans un système qui trouve acceptable que votre argent se dévalue de 2% par an. Alors on pourrait dire oui, mais c'est que 2%, et puis c'est nécessaire, ça stimule l'économie, blablabla. Oui, mais au bout de 30 ans, c'était combien? C'est 35 ans. La valeur est quand même divisé, donc c'est par deux, donc c'est quand même assez problématique. Donc en fait, on est dans un système qui nous pousse à consommer toujours plus et qui nous incite pas au final à avoir une attitude responsable vis-à-vis de son argent. Donc au final, ça veut dire quoi? On consomme, on produit toujours plus, et surtout on va aller financer des projets qui sont tout à fait inutiles et qui ne méritent pas au final nos ressources. Le deuxième point, c'est que certes, Bitcoin consomme de l'énergie, mais pourquoi faire? Je pense qu'il faut qu'on commence à se déculpabiliser de la consommation énergétique. C'est pas grave de consommer de l'énergie. D'ailleurs, de nombreuses études montrent qu'il y a un lien direct entre consommation d'énergie et développement économique et prospérité. Mais au final, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ça consomme et surtout comment ça consomme. D'où vient l'énergie qui est consommée par Bitcoin? Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Et surtout le pourquoi. Et là, quand on s'attarde à la question pourquoi, on comprend qu'en fait, Bitcoin, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a un système de paiement et une réserve de valeur qui est totalement décentralisée. Donc Bitcoin n'est pas un projet vain. Donc ça, c'est le deuxième point. Et ensuite, ce qui est assez contre-intuitif, mais qui est assez génial, c'est que Bitcoin peut être un allié de la transition énergétique. Alors là, vous pouvez ouvrir des grands yeux, mais vous pourrez aller aussi sur le stand de Stackinsa tout à l'heure. Il y a des livres et des ressources qui vont pouvoir développer ce point-là de façon beaucoup plus développée. Mais alors, comment Bitcoin peut concrètement aider à accompagner la transition énergétique? Eh bien, c'est tout simplement regarder le rôle des mineurs. Les mineurs, ce sont des acteurs économiques tout à fait rationnels qui se basent en fait sur l'énergie. Leur matière première, c'est l'énergie. Et comme ils ne sont pas complètement stupides, eux, ils cherchent en fait à réduire tout simplement le coût de la matière première qu'ils utilisent. Donc, ils veulent tout simplement aller là où l'énergie est pas chère. Et où est l'énergie pas chère? Eh bien, elle est là où elle est gaspillée, là où elle est en surplus, là où il y en a trop, là où on ne l'utilise pas. Et en fait, Bitcoin va venir en fait se poser en consommateur de dernier recours de ces énergies renouvelables. Donc ça peut être par exemple le solaire ou l'éolien, qui au passage ont leur pic de production à un creux de consommation, ce qui est quand même un petit peu la malédiction de ces énergies renouvelables. Et il va aussi par exemple utiliser l'énergie hydroélectrique, qui est quand même en abondance sur certains points du globe. Donc ça, c'est le premier point. Et en quoi ça peut être intéressant? Parce qu'en fait, Bitcoin va venir, en exploitant ses ressources, va venir aider à rentabiliser ces installations renouvelables qui, sans Bitcoin, ne seraient pas rentables, et donc, du coup, aider à développer le réseau. Et l'autre aspect, c'est que Bitcoin peut aussi aider à réduire directement les émissions de gaz à effet de serre. Comment? Vous savez que quand on exploite des hydrocarbures, eh bien on relâche, il y a des espèces de déchets secondaires, on va dire, notamment du méthane, donc méthane qui est un gaz extrêmement polluant. En fait, ce méthane est gaspillé au moment où on exploite ces hydrocarbures. Et une quantité assez phénoménale de méthane est relâchée dans l'atmosphère au moment où on exploite les hydrocarbures. Et en fait, c'est quand même dommage de gaspiller autant d'énergie qui est là et qui est censé avoir de la valeur, mais il n'y a pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a personne qui a une industrie assez électroflexible pour venir en fait se greffer près des sites d'exploitation pour exploiter ce méthane-là et le transformer en électricité, et donc du coup le transformer en argent au final. Eh bien, Bitcoin est une industrie assez électroflexible pour venir se greffer là et venir valoriser ce gaz qui, autrement, serait gaspillé. Et enfin, le dernier point, je gardais le meilleur pour la fin, c'est que Bitcoin tourne déjà avec une énergie à majorité renouvelable. Alors, je vais quand même utiliser le conditionnel parce qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué d'avoir des études extrêmement précises sur le sujet, tout simplement parce qu'il y a une certaine confidentialité. Tous les mineurs ne communiquent pas sur la provenance de leur énergie. Et si on prend par exemple celle du Bitcoin Council, eh bien, on aurait une légère majorité, effectivement, d'énergie renouvelable qui serait utilisée pour miner du Bitcoin. Donc voilà, de façon très très rapide, j'espère que vous avez pas mal à la tête, mais en gros, pourquoi, en résumé, en fait, Bitcoin n'est pas un monstre polluant? Pourquoi, en fait, au final, il peut être même un allié dans la transition énergétique? Et d'ailleurs, miner du Bitcoin, c'est la façon la plus facile et la plus directe de convertir de l'énergie en argent.
D'ailleurs, le royaume du Bhoutan l'a très bien compris. Ils ont des surplus énergétiques grâce à leur barrage hydro et ils minent du Bitcoin depuis plus de 2019. Il y a aussi au Texas, le minage de Bitcoin est utilisé pour réguler la grille électrique. C'est-à-dire qu'en fait, l'électricité, quand vous la produisez, elle doit être consommée. D'ailleurs, c'est pour ça que l'été dernier, on a eu des prix négatifs sur l'électricité, parce qu'on avait produit beaucoup d'électricité, personne n'était là pour la consommer, et donc on a payé des gens pour qu'ils consomment de l'électricité. Et donc ce qui se passe au Texas, c'est quand il fait très très froid, les mineurs de Bitcoin en 1 minute peuvent déconnecter pour laisser l'énergie libre et du coup donner à la grille électrique l'énergie nécessaire pour les habitants. Et c'est un sujet qui résonne particulièrement avec l'actualité. Vous avez probablement vu passer cette info. On en arrive en fait à ce niveau d'absurdité où en fait on est obligé de payer. Hein. C'est ce que expliquait Joss. On est obligé de payer en fait pour pouvoir produire l'électricité. Ça, c'est le genre de choses qui peut être solutionné en partie par Bitcoin. Mais on le fait pas par idéologie. Mais je vais m'arrêter là, sinon ça va m'énerver. Alors l'autre sujet qui revient aussi souvent, c'est oui, mais pourquoi pas les autres cryptos? Donc on a eu le sujet tout à l'heure, pourquoi on ne va pas utiliser par exemple du proof of stake? Alors là, je vous renvoie au début de la présentation. Ce qui est intéressant dans Bitcoin, c'est qu'il y a un lien direct entre le Bitcoin et l'énergie. Si on a une cassure entre la monnaie et l'énergie, en fait, on a une monnaie qui est basée sur rien. Alors c'est un petit peu le cas au final avec le proof of stake, mais je vais quand même pas trop taper dessus. Mais au final, c'est vrai qu'il y a une vraie confusion en fait entre Bitcoin et les altcoins. Et on se dit oui, mais Bitcoin est une crypto. Les autres cryptos sont aussi des cryptos, donc je vais en acheter. Alors d'accord, mais l'or est un métal et c'est pas pour autant que vous avez envie d'accumuler des lingots d'aluminium chez vous. À choisir, rassurez-moi, si vous avez le choix entre un lingot d'or et un lingot d'aluminium, vous allez choisir. On est d'accord, merci. Et c'est pareil pour le Bitcoin. Si on vous propose autre chose que du Bitcoin pour accumuler de façon par exemple transgénérationnelle, j'espère que vous allez faire le bon choix. Il y a aussi donc, la grosse différence entre Bitcoin et le reste de l'écosystème, c'est que Bitcoin est là pour révolutionner la monnaie. C'est vraiment un système monétaire et un moyen de paiement. Donc Bitcoin est open source, il y a énormément de projets qui ont essayé d'être sur cette narrative-là, d'être un moyen de paiement, une réserve de valeur, un système monétaire. Et il y a des personnes qui trouvaient que Bitcoin était un petit peu limité dans ses capacités et qui voulaient faire un ordinateur virtuel décentralisé. Et c'est là qu'Ethereum est arrivé pour pouvoir avoir des applications décentralisées qui tournent. Donc quelque part, Bitcoin était là pour concurrencer les banques centrales et Ethereum est là pour concurrencer, on va dire, les Amazon, les applications d'Apple, ce genre de choses. Et ce qui a permis Ethereum, c'est de donner de la programmabilité beaucoup plus avancée et de aussi pouvoir créer de la monnaie très facilement. Donc c'est là qu'on a les fameux tokens qui sont apparus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Trump Coin. En fait, Trump Coin, c'est une monnaie qui a été créée sur une plateforme de machines virtuelles, type Ethereum. Et en fait, aujourd'hui, on a un Bitcoin, on a, je crois, 15 à 20 000 autres crypto-monnaies, dont des machines virtuelles, et on a à peu près 30 millions de tokens qui ont été créés. Vu qu'on a une Solana qui est un concurrent à Ethereum qui permet justement une machine virtuelle qui permet de créer des applications, permet de créer de la monnaie, c'est un peu comme des bons points, on va dire, ou un peu comme des points de fidélité. En un bouton, on peut créer des tokens. Malgré tout, malgré la quantité de crypto et de tokens qui explose, vous voyez que la dominance de Bitcoin ici, donc la dominance de Bitcoin, c'est la part de Bitcoin dans la capitalisation globale de l'écosystème crypto. Et depuis 2023, Bitcoin, de plus en plus, domine et la valeur est transférée de tous les cryptoactifs vers Bitcoin. Donc Bitcoin est là pour rester et domine les millions et les millions de tokens et de monnaies qui existent dans l'univers crypto. On peut rapidement faire un petit comparatif entre l'or, Bitcoin et les fiat. Bitcoin est extrêmement portable vu qu'on peut faire une transaction 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où vous voulez. L'or, c'est très difficile. Faire des transactions, c'est même quasiment impossible. Le fiat, c'est plutôt bien. On a la vérifiabilité de Bitcoin qui est quand même très très intéressante parce que l'or, il paraît qu'à Forksnot, il y a
des lingots d'or, mais on ne sait pas combien vraiment. Avec Bitcoin, vous pouvez savoir quelle est la quantité de Bitcoin partout dans le monde. C'est très très sympa. La divisibilité du Bitcoin, comme on l'a dit, un Bitcoin peut diviser 100 millions de fois, et vous pouvez même aller au-delà dans certaines conditions. Mais bref, vous avez, avec Bitcoin, vous avez une part de gâteau qui est fixe, et vous prenez votre part, et vous pouvez la subdiviser autant de fois que nécessaire pour votre transaction. Voilà, je vous laisse regarder ça un peu plus tard. Dans Trust Verify, allez par vous-même regarder un petit peu la différence entre Bitcoin et l'or. Après, il y a une autre objection, on va pas forcément toutes les faire, mais l'idée c'est de faire en fait un petit florilège des objections classiques qu'on entend et qui commencent vraiment à nous barber. C'est Bitcoin, c'est seulement de la spéculation. Alors vous voyez ici par exemple le cours du jus d'orange sur la slide. Tout est quelque part spéculatif, tout a une représentation en monnaie, tout est en fait, la valeur varie constamment, que ce soit pour le cacao, l'or, l'argent, enfin ce que vous voulez. Donc tout est spéculatif, mais ça ne veut pas dire en fait que Bitcoin n'a que pour unique but d'alimenter la spéculation. Vous l'avez compris, Bitcoin, c'est une solution pour, d'une part, la réserve de valeur et aussi, il a aussi une utilité de paiement. Et en fait, ce qui fait sa volatilité, il ne faut pas confondre en fait, volatilité et spéculation, c'est qu'il est extrêmement jeune. On dit souvent de Bitcoin que c'était un adolescent turbulent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est extrêmement jeune. Il n'a que quelques années comparativement à l'or, etc. Donc la volatilité que l'on connaît actuellement est tout à fait normale, mais quand on regarde les courbes, on voit en fait que cette volatilité tend à baisser de plus en plus. Et alors, je rajoute aussi, c'est que Bitcoin est déjà une monnaie pour beaucoup de gens dans le monde. Il ne faut pas être ethnocentré quand on parle de Bitcoin. On a parlé du Liban ce matin, on a parlé de l'Argentine. Regardez au Nigeria, par exemple, le Bitcoin est déjà utilisé quotidiennement. Il faut éviter d'être ethnocentré lorsqu'on parle du Bitcoin parce que c'est déjà un moyen de paiement dans ces pays-là. Donc, c'est eux, le côté spéculatif, ils l'ont évacué. Ils ont d'autres problèmes que nous, on n'a pas. Et Bitcoin est un Ponzi. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui revient assez souvent. Et ça, malheureusement, c'est méconnaître à la fois ce qu'est un Ponzi et ce qu'est Bitcoin. Pourquoi Bitcoin n'est pas un Ponzi ? Parce qu'il est transparent. Il n'y a pas Madoff au sommet qui va récupérer votre argent. Bitcoin ne promet aucun rendement. Il n'y a pas de rendement à l'utilisation de Bitcoin. Alors effectivement, il y a des gens qui ont gagné de l'argent parce qu'ils étaient arrivés très tôt sur le projet, mais ce n'est pas un rendement. Et surtout, encore une fois, l'unique but de Bitcoin, c'est pas de gagner de l'argent, c'est, comme je viens de le dire, être une réserve de valeur décentralisée et un système de paiement décentralisé, soit au final l'inverse de la définition d'un Ponzi. Là, on a aussi une petite slide sur la distribution de Bitcoin, juste pour revenir au début sur la quantité. En fait, on a très peu de temps, on va aller très très vite. Je vous laisse regarder ça, mais en fait, on a la plupart des Bitcoins qui sont détenus par des individus. Donc on n'a pas une oligarchie qui détiendrait tous les bitcoins et qui contrôlerait la masse monétaire. Cette idée, elle est fausse. On a à peu près, aujourd'hui, c'est à peu près 500 000 bitcoins qui sont détenus par des gouvernements, souvent via des confiscations. Mais globalement, on a aussi beaucoup d'entreprises qui détiennent du bitcoin, mais la majorité des bitcoins sont détenus par des individus. Donc vous êtes toujours à l'heure pour dépasser les BlackRock, les gouvernements américains et compagnie pour avoir un petit peu de Bitcoin avant qu'ils ne mettent la main sur tous les autres Bitcoins disponibles à la vente. Merci beaucoup. Sur la slide où il y avait indiqué la comparaison fiat, or et Bitcoin, il y avait indiqué B, d'enfongibilité. Est-ce que c'est lié à la pseudonymie et non pas anonymité du Bitcoin ? Alors, Bitcoin est fongible, c'est-à-dire que n'importe quel, vous prenez 100 millions de Satoshi, n'importe lesquels, ça fait un Bitcoin. Comme vous prenez 10 centimes, vous mettez 10 fois 10 centimes, vous avez 1 euro. C'est un peu la même chose. Donc, Bitcoin, vous pouvez le diviser autant de fois que vous le voulez, et n'importe quel Bitcoin peut remplacer n'importe quel Bitcoin. Donc ça, c'est un peu la fongibilité. Donc n'importe quel billet de 10 euros peut remplacer n'importe quel billet de 10 euros. Et en fait, Bitcoin perd un petit peu, il est un peu dégradé, parce que Bitcoin est traçable. Donc c'est-à-dire vous pouvez suivre chaque Satoshi, chaque Bitcoin, où est-ce qu'il est passé. Et en fait, il y a certaines entités de régulation qui disent « Ah, ces Bitcoins-là, ils sont passés par des mains un peu sales, ils ont servi à acheter de la drogue ou des choses comme ça, on les a confisqués, on va les teinter, on va dire ceux-là, ils ne sont pas très bons. Ils sentent un peu le roussi. » On pourrait le faire aussi avec les billets, vu que tous les billets ont un numéro de série.
Mais il faudrait qu'à chaque fois qu'il y ait une transaction de main à la main, on note le numéro de série, on note quelle transaction a été faite. Donc c'est pour ça qu'il est un peu dégradé sur la fongibilité, parce que Bitcoin est extrêmement fongible dans le sens où on peut le diviser et le recouper pour faire un Bitcoin, mais sa traçabilité le dessert un petit peu là-dessus comparé à l'or ou au fiat. Satoshi aurait 1 million de bitcoins. Qu'est-ce qui se passerait s'il bougeait ses bitcoins et les mettait en vente? Alors oui, là on voit les bitcoins de Satoshi en violet. Donc déjà on a pu les détecter parce qu'il y avait un pattern particulier du minage à cette époque-là qui faisait qu'on pouvait identifier les personnes qui minaient. Depuis 2009 que le réseau Bitcoin a été créé, aucun de ces bitcoins n'ont jamais bougé. Donc il n'est pas dit que peut-être un jour il va se déplacer. Il pourrait envoyer par exemple un bitcoin quelque part et d'ailleurs ces adresses sont extrêmement surveillées, donc le moins de mouvement qui arrive qui sort des wallets de Satoshi, ça va faire un cataclysme dans l'écosystème pour sûr, ça va faire beaucoup de bruit, mais il pourrait se révéler au public sans avoir besoin de déplacer des bitcoins. Il pourrait en fait utiliser sa clé privée pour signer un message pour dire je suis propriétaire de ce bitcoin là, bonjour c'est moi Satoshi. Et il pourrait révéler son identité, révéler ce qu'il a encore en vie de cette façon-là. On a des bitcoins de cette période-là qui sont déplacés, donc à chaque fois ça fait un peu la une des journaux crypto. Mais en général, ce sont des mineurs qui étaient là à cette époque-là, qui ont gardé leur Satoshi depuis très 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 longtemps et qui les vendent aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passerait donc si Satoshi vendait 1 million? Eh ben en fait, tout ce qui est en violet ici va se déplacer et ça va être redistribué partout. Donc en fait, la seule chose que Satoshi peut faire, c'est vendre 1 million de Satoshi, donc 1 million de Bitcoin, faire descendre lourdement le prix, mais ça sera la meilleure occasion pour vous d'acquérir du Bitcoin pas cher parce que tous ces Bitcoins vont être redistribués dans plusieurs mains. Donc avant, on avait Satoshi, une seule personne qui a 1 million, donc 1/21 millionième de la quantité de Bitcoin. Et s'il les vend, donc s'il les redistribue à plusieurs personnes, donc s'il met sur un exchange, plusieurs personnes vont aller les acheter. Et du coup, les bitcoins vont être redistribués. Donc, il y aura forcément une chute de prix momentanée parce que tout le monde va un peu perdre les pédales et dire, voilà, mon Dieu, Satoshi vend ses bitcoins. Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, ça va redistribuer et il y aura la meilleure occasion de votre vie d'acheter du bitcoin pour pas cher. Et à mon sens, plus le temps passe et plus l'impact d'un éventuel réveil de ces bitcoins est négligeable. Et on voit aujourd'hui que... Ça, c'est un graphe qui est assez récent, mais il y a quelques années, cette proportion était encore plus élevée. Il y a quelques années, elle était encore plus élevée. Cette proportion-là de ces bitcoins possédés par Satoshi va continuer à baisser, vu l'adoption croissante. Aujourd'hui, on a 19,5 millions de bitcoins en circulation. De disponibles sur les exchanges pour être achetés, c'est entre 2,5 et 2,3 et 2,5 millions. Donc, c'est-à-dire que la majeure partie des bitcoins ne sont pas disponibles à la vente. Il n'y a que 2,5 millions qui sont achetables, on va dire. Et si quelqu'un dit « je veux acheter tous les bitcoins qui sont disponibles », il pourra acheter 2,5 millions. Donc le prix va monter très très haut. À ce moment-là, les gens vont dire « peut-être je vais mettre mes bitcoins à vendre ». Donc il y aura de nouveau de la liquidité disponible sur les marchés. Mais en fait, on n'a pas 21 millions de bitcoins disponibles à l'achat et à la vente aujourd'hui. La liquidité disponible, c'est 2,5 millions à peu près aujourd'hui. Petite question sur les données qui sont enregistrées dans les blocs. C'est l'identification de chaque Satoshi plus le compte de chaque wallet, enfin le solde, ou c'est quel type d'information qui est stocké? Alors il y a deux types d'informations. Un, c'est ce qu'on appelle le UTXO7. En fait, c'est la liste de toutes les adresses et la quantité de Bitcoin qu'ils ont. Et il y a une deuxième type de données qui est justement les transactions. C'est-à-dire A a envoyé tant de Bitcoin à B. Okay, B a envoyé tant de Bitcoin à C. Donc il y a cette liste de transactions qui met à jour, du coup, la possession des bitcoins, donc qui possède quoi. Donc en fait, il y a deux informations, la liste des adresses et la quantité de bitcoins qu'ils ont, et à chaque nouveau bloc, donc à chaque fois qu'il y a de nouvelles transactions, on enregistre les mouvements entre A et B, et on met à jour la liste de possession. C'est une photocopie entre le passé et le présent, en fait. Dans chaque bloc, il va y avoir une copie en fait, de la blockchain, plus les informations de la transaction. C'est pour ça en fait, que c'est incassable. Et les transactions aussi, vous pouvez ajouter des petites métadonnées, comme par exemple quand vous prenez une photo, vous avez aussi quelques informations supplémentaires, la taille, la coordonnée GPS. Vous pouvez aussi ajouter ça aux transactions Bitcoin et ça permet de programmer Bitcoin ou de faire des choses un peu plus intéressantes, mais qui n'étaient pas suffisamment intéressantes pour Vitalik Buterin et donc il a fait Ethereum à côté. On peut planquer des messages dedans. C'est marrant.
D'ailleurs, le tout premier bloc de Bitcoin, Satoshi a mis une petite référence à la crise de 2008 avec un article du New York Times, je crois, d'un article de journal qui disait « Ah, ça y est, les banques vont encore, enfin, les gouvernements vont encore renflouer les banques ». Petite clin d'œil. Moi, c'était par rapport à ce que va faire la BCE en fin d'année, à nous pondre une petite surprise. Et du coup, l'euro numérique sera sur une blockchain à part, ou sur BTC ou Ethereum? Alors, c'est Bitcoin qui a inspiré l'euro numérique. Enfin, pas vraiment, en fait. C'est plutôt Libra, le projet de monnaie de Facebook, qui a fait peur à Christine Lagarde. À ce moment-là, Christine Lagarde disait que Bitcoin, c'est totalement insignifiant, ça ne nous intéresse pas. Mais vraiment, l'euro numérique, ça a été créé en réponse à Libra, qui étaient des sociétés privées qui pouvaient battre de la monnaie quelque part. Michel pourrait répondre beaucoup mieux à cette question. Je vais juste donner un complément, donc effectivement, à 100% vrai ce qu'il a dit, Joss. Il n'y a pas de surprise en fin d'année. Il y a des étapes pour l'euro numérique. Il y a 2 euros numériques. Il y a l'euro numérique de gros, l'euro numérique de détail. Le gros, c'est pour les banques entre elles. Celui de détail, c'est pour nous, pour acheter la baguette avec. Normalement, à la fin de l'année, il y aurait une décision, si on poursuit ou pas à la BCE la sortie de l'euro numérique. Actuellement, il y a des tensions entre banques centrales qui luttent pour des solutions différentes, notamment pour l'euro numérique de gros. La seule solution qui utilise la blockchain, qui s'approche un peu de notre domaine, c'est celle de la Banque de France, qui utilise une technologie DLT, Distributed Ledger Technology. Ce n'est pas de la blockchain exactement, mais bon, ça s'approche beaucoup. Les autres solutions européennes de la Banque d'Italia et la BUBA allemande, il n'y a aucune blockchain là-dedans. Et pour l'euro numérique de détail, il n'y aura pas du tout de la blockchain. Et là, ça, c'est un autre sujet que je ne vais surtout pas ouvrir aujourd'hui. Et ça ne sera surtout pas du cash numérique. Le cash numérique, c'est Bitcoin. Ce ne sera pas la Banque Centrale Européenne qui vous fournira ça. Alors, on va peut-être s'arrêter là. On a une grosse session Q&A ce soir. Vous pourrez poser des questions sur toutes les tops. Merci beaucoup.